Chers internautes, nous fêtons cette année les 400 ans de Québec et cela ne pourrait se faire sans revenir sur l'histoire et sur le navigateur Samuel de Champlain, père de la Nouvelle-France, personnage emblématique. Nous accueillons aujourd'hui pour en parler Madame Raymonde L'Italien. Merci Madame de nous faire l'honneur d'être parmi nous. Vous êtes québécoise, vous êtes conservateur honoraire des Archives du Canada et spécialiste de Samuel de Champlain. Vous avez dirigé un ouvrage qui s'intitule « Champlain, la naissance de l'Amérique française » au Nouveau Monde Édition et Septentrion à Québec. Comment parler de Samuel de Champlain? C'est une personnalité tellement emblématique, tellement large et qui a occupé beaucoup de livres et d'esprits ces dernières années. Nous fêtons cette année les 400 ans de Québec. Que dire dans un premier temps sur sa personnalité? Qu'est-ce qui l'a poussé à naviguer jusqu'à l'autre bout de l'Atlantique? Oui, on a beaucoup parlé de Champlain, à diverses époques d'ailleurs. Et je crois qu'on peut dire dans l'ensemble que ce qu'on dit sur Champlain est souvent plus révélateur d'une époque que de Champlain lui-même. Alors, je pense que l'important, c'est de retourner aux textes eux-mêmes de Champlain, qui sont les plus révélateurs, beaucoup plus que tous les textes qui auraient pu être écrits après coup sur Champlain lui-même. Alors, Champlain, ce qu'on sait justement par ses récits de voyage, dont la plupart ont été publiés de son vivant. Bon, Champlain, c'est un homme du début du XVIIe siècle. Il serait né vers... on n'a pas la date exacte de sa naissance. On la situe entre 1575 et 1580. Il serait né en Charente-Maritime, à Brouage. C'est une petite ville fortifiée qui était à l'époque un port et qui s'est ensablé depuis, une petite ville fortifiée qui avait été construite dans les années 1550 de façon à pouvoir faire concurrence à La Rochelle. À La Rochelle qui était entre les mains d'armateurs d'origine protestante et Brouage aurait été fondé pour concurrencer La Rochelle. Et en fait, Brouage, à la fin du XVIe siècle, à l'époque où Champlain grandissait, était un port extrêmement actif qui recevait des bateaux de toute l'Europe, de l'Amérique du Nord, des bateaux de pêche, des bateaux des pêcheurs qui rapportaient leurs poissons, qui rapportaient des fourrures, puis qui pouvaient rapporter aussi de la baleine à l'occasion. Et au meilleur moment de la vie de Brouage, il pouvait y avoir une bonne dizaine de milliers de personnes qui se côtoyaient. Donc, Champlain de Brouage a grandi dans un milieu maritime. Il a été imprégné de la vie de la mer dès sa petite enfance. Son père était un capitaine de navire, Antoine Champlain, qui allait faire la pêche à la morue dans la golfe du Saint-Laurent, Terre-Neuve, en Acadie. Son oncle, le frère de sa mère, était un marin aussi, un capitaine de navire. Champlain l'a accompagné dans plusieurs voyages et il s'est embarqué sur un de ses navires à la fin du XVIe siècle, en 1598-99, pour aller au Mexique et aux Antilles. Donc, Champlain, avant d'arriver à Québec, était un marin qui était déjà imprégné de la vie maritime. Qu'est-ce qu'il révèle de l'époque? Quelles sont les grandes lignes de cette époque? Qu'est-ce qu'il apporte comme connaissance et comme point fort de cette époque? Ce qu'on connaît le plus de ses connaissances de l'époque porte sur la navigation. Et une époque de marchands, commerçants. C'est une époque de commerçants. Et il connaît très bien les méthodes de navigation, il connaît très bien les mesures de l'hydrographie, et c'est très bien dès ses premiers dessins, au moment de son voyage de 1603 à Tadoussac et à Québec, il sait très bien relever les profondeurs d'eau, dessiner les ports, les reliefs, les habitations qui s'y trouvent. Il est formé à ce travail de clerc, plus que de clerc. On l'a désigné comme peintre. Il avait appris le métier de dessinateur. Il savait dessiner des cartes. Cartographe. Il a quel âge? S'il est né vers 1575, 1580, bon, il a une vingtaine d'années à ce moment-là. Tout ça juste à une vingtaine d'années? Oui, parce qu'il existait
dans la plupart des petites villes portuaires ce qu'on appelait les petites académies, qui étaient réservées aux enfants des bourgeois ou des capitaines de navires. Apparemment, Champlain a suivi ses classes dans une de ces petites académies. Il y en avait à Brouage, à Marennes, et il aurait appris son métier à la fois par la fréquentation des marins et par ses écoles. Qu'est-ce qui lui donne envie de faire ce métier? Je pense que c'est par les gens qu'il fréquente chez lui, sa famille. Il a vu certainement son père partir à Terre-Neuve et revenir avec des bateaux chargés de poissons, probablement de fourrure, rapporter ce qu'il a vu. Bon, et puis quand les marins partaient à le golfe du Saint-Laurent, en Acadie, il faut dire qu'ils y allaient à la meilleure période de l'année. S'ils partaient vers ce qui est aujourd'hui la Nouvelle-Écosse, l'île du Cap-Breton, ils s'y trouvaient en avril, mai, juin, au moment où il fait beau, tout pousse très rapidement, on n'est pas en plein hiver. Et alors, ils en revenaient certainement avec une image qui était favorable. Et puis, il y avait un vieil objectif qui faisait rêver tous les navigateurs, c'est en naviguant vers l'ouest, trouver une voie qui les mènerait vers la Chine. Et ça revient longtemps dans les récits de voyage de Champlain, trouver la route vers la Chine. Plus il s'est enfoncé dans le fleuve Saint-Laurent, vers les Grands Lacs, plus il était persuadé qu'il se rapprochait de la Chine. Comme d'ailleurs tous les autres explorateurs qui vont continuer à traverser le continent jusqu'aux montagnes rocheuses, ils recherchent toujours un trajet vers la Chine qu'il éviterait aux navigateurs d'aller faire le tour de l'Amérique du Sud ou de l'Afrique du Sud. Comment elles connaissent la Chine? Qu'est-ce qui leur donne autant envie d'aller en Chine? Qu'est-ce qui les fascine autant avec la Chine? C'est les richesses de biens précieux, de soieries, d'épices, qui ont une grande valeur commerciale et qui représentent un mode de vie, une civilisation qui est, en Europe, attribuée à une société de haut niveau, une grande bourgeoisie, la noblesse, qui peuvent s'offrir ces produits prestigieux. Et puis, on connaît les objets de porcelaine qui sont rapportés par la Compagnie des Indes. Rochefort est un des lieux d'où reviennent les bateaux des Indes aussi. Alors, on cherche toujours un moyen d'accéder aux Indes, à la Chine, sans le voyage qui peut durer 6 mois. À quel âge Samuel de Champlain part pour la première fois? Il part, enfin, le premier voyage qu'il ait fait, c'est pas vers l'Amérique du Nord, ce serait avec son oncle, vers Quimper, où, avec son oncle, ils sont allés chercher les Espagnols qui avaient passé quelques années à Quimper avec la Ligue, pour les ramener en Espagne. Champlain s'embarque avec son oncle. Et ça, c'est en 1595. Donc, c'est le premier voyage qu'on lui connaît, en 1595. Il n'a même pas 20 ans. Ah non. Quand est-ce qu'il part au Québec pour la première fois? À Québec. Il part en 1603. Et en 1603, il s'embarque sur un bateau au Havre avec un capitaine de navire, Pont-Gravé, qui est allé, lui, plusieurs fois à Québec. Et il s'embarque principalement pour aller faire la traite des fourrures à Tadoussac. À chaque printemps, depuis peut-être chaque quartier, les Autochtones se regroupent à Tadoussac, notamment, peut-être en d'autres lieux aussi, mais Tadoussac devient le lieu de rencontre le plus mentionné. Les Autochtones se rencontrent à Tadoussac et attendent les bateaux français qui viennent échanger les fourrures que les Autochtones ont pu collecter durant l'hiver et les échanger contre des objets que les Autochtones apprécient, c'est-à-dire des objets de fer manufacturés en Europe, des couteaux, des armes, des chaudrons, toutes sortes d'objets qui leur sont utiles et qu'ils ne produisent pas. Et puis aussi des tissus, des bijoux, qui, disons, vont agrémenter un peu leur relation sociale. Alors, Champlain s'embarque sur ce bateau
comme simple voyageur. Il n'a pas de mandat. Et il observe. Il va aller jusqu'à Québec. Québec, qui est déjà nommé de cette façon, on le sait par une carte d'un cartographe diepois, de Nicolas Levasseur, une carte de 1601. Donc, ça suppose que c'était un lieu qui était déjà connu et fréquenté par les pêcheurs, notamment les pêcheurs normands. Donc, Québec est déjà aussi un des lieux d'échange où il y a des campements indiens. Champlain y arrive. Il désigne ce lieu, comme dans son récit de voyage, comme un lieu où ce serait bien d'installer une population, enfin de construire un village, une ville, parce que c'est un lieu d'abord qui est bien protégé à l'intérieur du Saint-Laurent. Il y a un cap. Certains l'ont désigné comme le Gibraltar de l'Amérique du Nord. Il y a un cap, ce qui fait que les habitants peuvent se servir du cap pour voir s'il n'y a pas des ennemis qui arrivent par le fleuve. Et puis, c'est un lieu qui peut aussi donner accès à des terres cultivables à proximité, sur les rives de la rivière Saint-Charles et à l'île d'Orléans. Donc, Champlain identifie Québec comme un lieu d'installation intéressant. Et puis, il continue. Il va jusqu'à ce qui est Montréal maintenant. Il va jusqu'à Montréal et de même, il apprécie le site de Montréal pour ses avantages et principalement parce que Montréal est au carrefour de plusieurs cours d'eau qui donnent accès à d'autres régions du pays, d'où il trouvera peut-être la route pour la Chine. Il y retourne souvent? Combien de fois? Champlain a fait une douzaine d'allers-retours. Il a fait 23 traversées de l'Atlantique, c'est-à-dire que la dernière traversée était dans un seul sens, en 1634, puisqu'il est mort à Québec en 1635. 23 traversées en combien de temps? Eh bien, de 1603 à 1635, 32 ans. En 32 ans. En 32 ans. 23 traversées de l'Atlantique. Comment est-ce qu'on fait à l'époque 23 traversées de l'Atlantique en finalement si peu de temps? Parce que ça équivaut à pratiquement une par an. Oui. Alors, ça veut dire qu'il y a des historiens qui ont calculé de façon assez précise le temps qu'il aurait pu passer à Québec durant toutes ces années, mais il aurait passé à peu près la moitié de son temps. Pas plus. À Québec, enfin, en Nouvelle-France, dans la région de Québec. En fait, ce pourquoi Champlain s'est déplacé autant, eh bien, pour le comprendre, il faut savoir dans quel cadre se situait le projet de fondation d'un établissement à Québec. Champlain, évidemment, n'était pas seul, n'était même pas la personne, je dirais, la plus importante pour créer une colonie. Il y avait des personnes autour de lui qui étaient très proches de la cour, d'abord du roi Henri IV. Henri IV avait une volonté très nette de développer un empire en Amérique du Nord qui pourrait, d'une certaine façon, sinon concurrencer, du moins se positionner par rapport aux empires espagnols et portugais. Il y avait un voisin français de Champlain qui s'appelait Pierre Dugas-de-Mont, qui était originaire de Royan, qui lui était un noble proche du roi. C'était un gentilhomme de la chambre du roi. Et Pierre Dugas-de-Mont était vraiment la personne qui a aiguillé Champlain comme, disons, le gestionnaire, l'administrateur, celui qui va être capable de mettre en place un établissement et qui va pouvoir à la fois faire en sorte de développer le commerce et aussi d'établir une population. Alors, ce qui va faire vivre Québec, ça sera le commerce. Et le commerce, il va fonctionner par des compagnies. Il y aura donc des compagnies. Les premières sont sous la responsabilité de Pierre Dugas-de-Mont. Il y aura des compagnies de commerce qui vont se créer, qui vont se succéder et qui vont financer l'installation. Parce qu'il faut payer pour avitailler les navires, recruter de l'équipage et recruter des gens qui vont pouvoir rester sur place pour entretenir les locaux et rester en contact avec les autochtones pour collecter les fourrures. Donc, ce sont les compagnies qui vont avoir ce qu'on va appeler le monopole de la traite. Le monopole de la traite, qui est supposé leur rapporter des bénéfices,
avec lesquels ils vont fixer une population. Donc, Champlain fait des allers-retours en France pour présenter les rapports de situation, recruter des partenaires commerciaux. Il se marie en France. Il ramène sa jeune épouse au Canada. Elle n'y restera Alors,